Alors, donc moi je voudrais embrancher justement pour aborder la question de la dette actuelle. La question de la dette. La dette, d'accord. La dette, voilà. Donc de la dette publique, faramineuse, donc qui s'élève à un peu plus de 30 000 milliards. Ouais. Bon, en 2023, en tout cas, on était donc à 60% du PIB. Bon, alors, vous, quel est votre déjà votre avis en tant qu'homme politique, et puis quelles réformes vous envisagez pour résorber cette dette-là, de sorte à ne pas aller dans le même sens de la continuité, puisque vous aviez dit que vous étiez un homme de rupture. Ben voilà, alors, effectivement, la dette, elle est forte. Elle a connu une progression entre 2011 et 2024 très forte. Nous sommes autour de 30 000 milliards, effectivement, autour de 58 à 60% du PIB par rapport à cette dette-là. Mais je veux dire, la dette en elle-même n'est pas quelque chose de négatif. On peut construire un pays avec de la dette. Beaucoup de pays à travers le monde qui sont très développés ont des dettes qui sont pratiquement à 100, 150% de leur PIB. Il n'empêche que ces pays-là fonctionnent et continuent d'être de grandes puissances. Donc, le rapport entre dette et le PIB n'est pas l'élément le plus pertinent à prendre en compte. L'élément le plus pertinent à prendre en compte, c'est le rapport entre la dette et la capacité à rembourser, avec des fonds propres. Moi, je suis maire d'une commune. Quand j'ai pris la mairie de Salé, le maire que j'ai remplacé, le maire RHDP que j'ai remplacé, m'avait laissé une dette de 834 millions pour un budget de 400 millions. Donc, la dette représentait deux fois le budget de la commune. Donc, on était pratiquement, si les créanciers de cette commune-là voulaient prendre leur argent, la mairie fermait. Aujourd'hui, après 6 ans de gestion de cette commune, je suis à seulement 30 millions à rembourser sur les 834 millions, avec un budget qui est passé de 400 millions à 1,2 milliard. Vous voyez qu'on a les ressorts à l'interne pour faire les réformes suffisantes pour non seulement générer des ressources et payer tranquillement une certaine dette. Au plan national, c'est pratiquement la même chose. Vous avez une dette qui correspond à 58% du PIB, mais le service de la dette correspond pratiquement à 80% des ressources propres. C'est là qu'il y a le danger, en fait. Parce que si vous avez des fonds propres autour de 8 000 milliards annuels et que votre service de la dette est autour de 5 000 milliards, ça veut dire que s'il y a une crise internationale et que vous ne pouvez pas emprunter sur le marché international, votre pays est en banqueroute. Si les créanciers mettent votre dette à exécution. Et donc, c'est là qu'il y a la fragilité. Par conséquent, les leviers qu'on peut utiliser, c'est de faire en sorte que le système fiscal soit performant et que l'assiette des impôts s'élargisse pour qu'on ait plus d'argent propre pour pouvoir payer notre dette. C'est un levier qu'il faut utiliser. Deuxième levier à utiliser, c'est la lutte contre la corruption. Annuellement, c'est des chiffres officiels, nous perdons 1400 milliards par an du fait de la corruption. C'est un chiffre officiel. Et donc, il faut faire en sorte que cette corruption-là soit réduite à sa plus simple expression, que nous engrangeons suffisamment d'argent pour supporter notre dette. Et donc, c'est aussi un levier qu'on peut utiliser. Ensuite, il y a le levier le plus important, c'est de réduire le train de vie de l'État. Voilà. La dette, quand vous la prenez et que vous l'investissez sur des schémas qui sont productifs, elle-même elle génère des ressources suffisantes pour pouvoir les payer. Mais si vous investissez dans des secteurs qui sont le secteur de la consommation, vous n'avez pas les ressources pour rembourser cette dette-là. Donc, réduire le train de vie de l'État, investir la dette dans des secteurs structurels qui sont porteurs de richesse pour pouvoir, pour pouvoir réduire cette dette-là. Donc, voilà les leviers que nous pouvons utiliser. Et puis, évidemment, ne pas s'endetter, j'allais dire, aveuglement. Il faut que toutes les ressources qu'on emprunte soient investies dans des secteurs qui sont productifs et qui permettent de s'auto-rembourser. Voilà pour nous la chose à faire. Et donc, si nous demain nous arrivons au sommet de l'État, c'est de faire en sorte que nous comptions sur nous-mêmes. Que nous comptions sur nos ressources propres d'abord. Que tout ce qui est dépenses non utiles soit effacé et que nous réduisions donc le train de vie de l'État. Et que tout centime public qui est dépensé produise un effet sur les Ivoiriens. C'est ça que nous voulons mettre comme mécanisme. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'extérieur pour emprunter pendant qu'à l'interne, on fait du gaspillage. Honorable, on a connu cette stratégie-là à l'époque, quand
l'actuel président de la Côte d'Ivoire était Premier ministre. Oui. Il a réduit le train de l'État. Ça a eu pour conséquence la réduction des salaires, les doubles salaires dans l'enseignement, etc. Est-ce que quand vous parlez du train de vie de l'État, ça nous fait penser justement à ce mauvais souvenir là? Non, c'est pas le même schéma. Voilà, lui il est arrivé dans un contexte conjoncturel où il fallait prendre des mesures vigoureuses pour élever l'économie. Donc ça s'inscrit dans un cadre précis. Nous, quand nous parlons de réduire le train de vie de l'État, c'est de supprimer toutes les dépenses non utiles. Voilà, c'est un schéma totalement différent. Quand nous disons qu'il y a des dépenses qui ne sont pas utiles. Et ces dépenses-là, on les connaît, on les identifie et on les annule. Ensuite, quand nous parlons de train de vie de l'État, c'est le fonctionnement même de l'administration qui est trop coûteuse parce qu'il y a de l'inefficacité, il y a de la lenteur dans l'exécution des dossiers et qui fait qu'on perd beaucoup d'argent. Il y a ensuite la prévarication dans l'administration. Tout le gaspillage qui est dans l'administration, il faut y mettre fin. C'est pour ça que nous parlons d'état rationnel, où chaque dépense qui est effectuée doit produire un effet sur la population. Donc, toutes les dépenses non utiles seront supprimées. Il ne s'agit pas des salaires. Mais au-delà même des salaires, c'est de faire en sorte que la fonction publique fonctionne avec moins de monde, mieux formé et plus efficace. Il ne s'agit pas de transformer la fonction publique en système de recrutement de militants. Quand j'arrivais à la mairie de Tessalit, c'est un exemple qui est frappant, j'ai trouvé un effectif de 116 employés. Une petite commune de 38 000 habitants à l'époque. 116 employés qui pesaient lourdement sur le budget de la commune. Aujourd'hui, nous avons 34 employés pour une population 2 fois plus grande. La mairie est plus efficace dans son fonctionnement et elle gagne plus d'argent. Donc, tout est une question de dimensionnement de votre administration par rapport aux résultats que vous voulez atteindre. Il ne s'agit pas de recruter les fonctionnaires et ne pas pouvoir les payer décemment, et alors que ça grève le budget d'État et qu'on sort des normes fixées par l'espace UEMOA, où on doit être autour de 35% du budget. Là, on a déjà dépassé cela, on est autour de 35-40% du budget qui va dans le paiement des salaires. Et donc, tout ça, il faut pouvoir travailler dessus pour réduire ce train de vie là-bas et qu'on gagne plus d'argent à investir sur des questions sociales pour améliorer le sort des populations. Très bien. Nous abordons l'avant-dernier chapitre, parce que nous sommes dans l'heure. On va parler de vous. Quel modèle de leadership incarne Assaly Timoko? C'est un leadership transformationnel, un leadership décomplexé sur les questions qui touchent à l'intérêt des Ivoiriens, un leadership qui veut envoyer un message très clair à la jeunesse, à savoir que la seule chose qu'on attend d'elle, c'est qu'elle accepte de se faire former, qu'elle accepte le travail et qu'elle sorte de la facilité. C'est ce leadership-là que moi je veux incarner. Ce leadership-là qui est prospectif, qui se projette dans l'avenir et qui a compris qu'aucun État ne peut se développer sans la formation des ressources humaines. Pour nous, c'est quelque chose de très fort quand nous parlons de gouvernance. Et donc, le leadership que nous apportons aujourd'hui est un leadership intégrateur, un leadership qui rassemble les Ivoiriens autour des valeurs. Nous voulons porter des valeurs qui soient des valeurs républicaines qui forment le citoyen à s'approprier son pays. Il n'est pas question d'un leadership qui se déploie pour un clan. Vous savez, la commune de Tessalit que je dirige a une population qui aujourd'hui majoritairement atteint ce qu'on appelle le point critique, ce qu'on appelle la masse critique. Ça veut dire que vous avez une catégorie de citoyens à Tessalit qui peuvent être PDCI, qui peuvent être PPRC, qui peuvent être RADP, mais lorsqu'il s'agit d'aller voter, ils ont des critères d'évaluation qu'on leur a enseignés. Et ce sont ces critères-là qui prennent en compte et non les critères de parti politique. Si ce modèle-là qu'on a créé à Tessalit, qui m'a sauvé en 2023, vous savez que j'ai gagné les élections municipales qu'ils ont annulées et qu'on a repris, malgré tous les moyens de l'État déployés dans la commune, avec le soutien de 11 membres du gouvernement qui sont venus faire campagne contre moi dans ma commune, on a gagné encore. Parce que le peuple de Tessalit a atteint cette masse critique-là et donc évalue ses dirigeants sur des valeurs. C'est ça que nous voulons construire. Et donc, c'est cette nouvelle dynamique-là qu'on envoie avec ADCI, avec un leader qui porte ces valeurs-là et qui veut les déployer pour tous les Ivoiriens. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Ivoiriens sont si enthousiastes à intégrer le mouvement que j'ai créé, qui a moins d'un an, mais qui aujourd'hui a 20 000 adhérents, qui ont les cartes des membres
qu'ils ont pris formellement. 1 000. Ouais. Ouais, c'est quand même Voilà. À moins d'un an. Voilà. Et on vous présente aussi comme un homme assez intègre et puis indépendant, oui. puisque vous êtes député maire indépendant. Oui. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui d'où proviennent vos ressources personnelles et votre patrimoine? Ben, écoutez, et pour en brancher, est-ce que si vous êtes élu, vous allez, vous êtes favorable à la déclaration publique des biens de tout candidat à la magistrature suprême? Voilà. Et puis, est-ce que vous vous engagez à déclarer également ceux de vos familles? Mais bien sûr, cela se fait dans un cadre légal. Moi, j'ai déclaré mes biens. Mon patrimoine est déclaré. Ceux qui s'occupent de ça, ils savent que je suis allé déclarer mes biens. Ce que j'ai comme véhicule, que j'ai acquis avant d'être maire, ce que j'ai comme bien, comme résidence que j'ai acquise avant d'être député, tout ça, j'ai tout déclaré. Ça est sous pli formé. D'ailleurs, je suis pas d'accord que ça reste confidentiel. Moi, je suis pour que la déclaration du patrimoine soit publique. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour les populations. Et donc, je suis, demain, si j'ai un appareil d'État en main qui me permet d'agir, je ferai en sorte que la transparence règne à tous les niveaux et que tous ceux qui sont ministres, sont dirigeants de société d'État, leurs biens doivent figurer sur un site internet qu'on va créer, qui peut être appelé transparence publique, sur lequel tous ceux qui gèrent l'argent public ont leur patrimoine qui est déclaré, derrière lequel il y a un contrôle qui permet de savoir s'il y a des fausses déclarations ou des déclarations non suffisantes. Je suis parfaitement pour ça. D'accord. Alors, vous demandez d'où viennent mes propres ressources. Vous savez que je suis journaliste d'investigation, que j'ai une entreprise de presse, que j'ai fait de la communication, que j'ai fait de la consultation, de la consultance. Ce sont des activités que j'avais déjà avant d'être maire, avant d'être député. Vous voyez que la transparence que je mets même d'ailleurs dans les ressources que je gagne en tant qu'élu, ma population sait ce que je gagne par mois en tant qu'élu. Toute la Côte d'Ivoire sait ce que je gagne en tant que député. D'ailleurs, c'est le seul député qui a annoncé aux Ivoiriens les avantages que nous gagnons au Parlement là-bas. J'ai tout mis sur la place publique. Ça m'a attiré beaucoup d'ennuis, mais j'estime que c'est juste que les Ivoiriens sachent combien nous sommes payés, ainsi de suite. Donc, j'ai mes propres ressources, j'ai mes propres activités, et j'ai aussi, je peux vous le dire, j'ai aussi des activités agricoles. Hein. Je fais des activités agricoles, je fais du commerce. C'est des choses que j'ai commencé depuis l'université et qui aujourd'hui me permettent, en dehors de mes ressources de député et de maire, de vivre avec une certaine dignité. Voilà. Et ça, là-dessus, je n'ai aucun souci à en parler. Voilà. Très bien. Et nous allons à la fin donc de notre interview et nous allons parler justement de votre future campagne éventuelle si vous finissez par déclarer votre candidature. Nous aimerions savoir sur quelle force sociale ou quel électorat comptez-vous pour gagner une élection présidentielle. Et si vous êtes ouvert à des alliances ou des coalitions avec des partis politiques pour pouvoir justement au second tour éventuellement avoir accès à la magistrature. Et puis, une dernière question pour boucler, comment comptez-vous financer votre campagne tout en restant transparent et éthique, comme vous venez de préciser? Ouais. Alors, sur la question du corps social sur lequel je pourrais compter au cas où j'arrivais à me déclarer candidat à l'élection présidentielle. Je pense que il faut avoir confiance dans la capacité du sursaut d'orgueil du peuple de Côte d'Ivoire. Je pense que ce peuple-là a été pendant 30 années traumatisé, a été pendant 30 années abusé, trompé, manipulé, utilisé à des fins politiciennes, de sorte qu'aujourd'hui, beaucoup ont décroché. Tout à l'heure, en entame de l'interview, je vous avais dit que, et c'est factuel, qu'il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne sont plus retenus dans les urnes depuis 2010. C'est un fait. On a fait des présidentielles en 2015, on a fait des législatives et des régionales en 2013, on en a fait en 2020, on en a fait en 2021, ainsi de suite, mais toujours, ces 4,5 millions d'Ivoiriens n'ont pas bougé. Ils ne sont pas allés voter. Ils ne sont pas morts, ils sont là, ils sont vivants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont décroché. Et par conséquent, on peut recréer cette dynamique-là pour que ces Ivoiriens se remobilisent pour aller voter. D'ailleurs, si ceux-là se mobilisent pour aller voter, il peut y avoir de grandes surprises à cette élection présidentielle. Ce n'est pas l'effet des nombreux boycotts, l'appel au boycott des partis politiques. Mais en 2023, tous les partis politiques ont participé au municipal, au régional. Le PDCI, le PPACI, tous les partis ont participé au municipal et au régional. Il n'empêche que les 4 millions ne sont pas allés voter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc, nous pensons que demain, il faut avoir un discours qui puisse déclencher en ces Ivoiriens qui sont déconnectés du jeu politique là, l'intérêt à aller voter. D'abord parce que nous pensons qu'ils n'ont pas confiance dans le système électoral. Ils considèrent peut-être que leurs voix ne sont pas comptabilisées quand ils votent. Ou bien que ce qu'ils ont décidé ne sera pas proclamé. Donc, c'est à nous de recréer cette confiance-là, de recréer cette nouvelle dynamique-là et les pousser à aller voter. Et donc, premièrement et prioritairement, si je suis candidat demain, c'est ces Ivoiriens-là, dont je connais certains. Même ma commune, ils sont nombreux qui ne votaient pas, que aujourd'hui, j'ai réussi à aller à mener à voter au municipal et au régional. Et donc, au plan national, il va falloir recréer cette dynamique-là. C'est d'abord ceux-là que je vois. Ensuite, il y a des Ivoiriens qui sont là, qui n'appartiennent à aucune catégorie du parti politique. Ils sont électeurs, mais ils se reconnaissent dans aucun parti politique. Ils sont donc des indécis, ils sont des milliers. D'ailleurs, quand on a créé ADCI, on a eu 2 événements qui nous permettent de savoir qu'il y a des Ivoiriens qui sont demandeurs de changement. Quand on a fait le lancement de l'ADCI à Yamoussoukro, on a été surpris par la mobilisation des Ivoiriens. Vous voyez, tous les t-shirts que les gens ont portés là, c'est eux-mêmes qui les ont achetés. C'est un privé qui les a confectionnés et qui a mis en vente. Les gens sont allés payer leurs t-shirts, ont pris leur car, leurs voitures, sont venus à Yamoussoukro, alors que le mouvement avait à peine 6 mois. Ce peuple-là, il est là. Il est demandeur de cette nouvelle dynamique politique. Vous avez vu récemment à Yopougon, le 26 avril dernier, à Yopougon, à la place TP1, on a fait le plein de l'espace. Pourtant, c'est un mouvement politique qui a moins d'un an. Les gens se sont mobilisés eux-mêmes pour venir à ce rassemblement-là. Ce sont des signaux qui permettent de t'interpréter qu'il y a des Ivoiriens qui sont capables aujourd'hui de se porter sur des nouvelles dynamiques politiques. Donc, ces schémas-là, nous les connaissons, nous les étudions, et nous allons trouver le discours qui va avec pour déclencher ce sentiment-là, pour qu'ils aillent se mobiliser. Donc, si demain on est candidat, nous pensons que c'est le schéma, c'est ce corps social-là qui nous intéresse. Après, vous demandez, est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'on est favorable à des alliances dans le cadre électoral? Et il ne faut jamais dire jamais en matière politique. Mais en même temps, on est contemporain de tout ce qui a été fait depuis les années 95 jusqu'à maintenant. Toutes ces alliances opportunistes qui ont été conçues pour débarquer un président en place et qui se sont désagrégées pour reconstruire de nouvelles alliances, toujours dans l'intérêt de préserver les intérêts des acteurs politiques et non ceux des Ivoiriens. Nous ne sommes pas pour ces alliances opportunistes-là. Nous ne sommes pas dedans. En revanche, sur des alliances dynamiques d'intégration en termes de gouvernance, si nous partageons la vision de certains acteurs dans une élection intégrée ou un deuxième tour, on peut évidemment appeler ou bien s'associer à des mouvements nouveaux, pas des mouvements anciens, dans la même dynamique des années passées. Nous pouvons nous associer à des mouvements nouveaux, des dynamiques nouvelles. Et donc, là-dessus, c'est pas exclu. Voilà. Et est-ce que je tenais à dire sans développer autre mesure ou bien plus cet aspect des choses-là. Enfin, sur pour le reste, nous pensons que chaque peuple a en lui les ressorts de la transformation de son pays. C'est chose, comment il s'appelle, Denis Diderot, un penseur français qui a dit que la nature elle-même a fixé des limites à tout. La nature elle-même a fixé des limites au malheur des peuples. Quand ce temps arrive, les signaux sont visibles. Nous pensons que pour la Côte d'Ivoire, la fin arrive. La dynamique mortifère, la dynamique dangereuse qu'on a entretenue à chaque 10 ans ou à chaque 5 ans est en train de prendre fin. Le président Gbagbo est encore solide, il est sous pied et il continue de faire la politique. Il faut espérer qu'il continue à le faire de façon encore plus prolongée pour porter la nouvelle dynamique dans son mouvement qui arrive. Cette nouvelle génération qui est dans l'attente et qui va prendre la relève bientôt. Le président Ouattara est encore vivant, il faut espérer qu'il tienne encore longtemps vivant et qu'au niveau du RADP aussi, et quand il va prendre sa retraite, il y a cette dynamique qui arrive. Mais à côté de ça, il y a de nouvelles forces qui arrivent, de nouvelles dynamiques qui sont là et qui sont puissantes qui arrivent. C'est ADCI qui est dans cette dynamique-là aussi. Donc, les signaux sont là et nous pensons que... Donc vous pensez que vous faites partie justement de ces hommes politiques qui sont devenus présidents après avoir fait la case prison, puisque vous aussi, vous avez fait la case prison. Oui. Non, je n'ai pas cette analyse, mais je pense que en Afrique, c'est presque un parcours, c'est presque un passage obligé. Puisque nos dynamiques ne sont pas très démocratiques et que les dirigeants, au lieu de tirer des critiques, la quintessence de pouvoir agir positivement, on considère qu'on n'a pas à les critiquer et tout ce qui s'agit trop, on doit les faire taire. Donc, ils sont allés en prison.
dans cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout ça que je capitalise pour pouvoir faire la politique. Je considère que on a vécu beaucoup de torts dans ce pays-là et qu'il faut de nouveaux visages dans la classe politique avec un discours qui soit plus porteur de valeurs pour rassembler les Ivoiriens. Et à d'essayer dans cette dynamique-là avec son concept de construction de la société de confiance, une société qui va mettre fin à toutes les années de malheur qu'on a connues. Honorable, nous sommes en fin d'interview, donc je vous demande de votre dernier mot de fin, votre message à tous les Ivoiriens qui vont vous écouter, qui vont vous regarder. Mon mot de fin pour les Ivoiriens, c'est de les appeler à une prise de conscience collective. Nous ne sommes pas maudits. Nous avons en nous les ressorts pour construire un nouveau pays, un pays très beau dans lequel la vie va être positive pour chacun de nous. J'appelle les Ivoiriens à être des citoyens qui contrôlent leurs dirigeants, à être des citoyens qui n'applaudissent pas leurs dirigeants, mais qui les contrôlent. L'engagement politique est un contrat social qu'on propose à un peuple. Votez-moi, si je suis élu, je vais faire telle chose. C'est une offre qu'on fait aux gens. Quand le peuple a fait sa part en vous donnant sa voix, il vous reste, vous, en tant qu'élu, de faire votre part du contrat. Donc, on n'a plus maintenant à demander à ce peuple-là d'organiser des cérémonies pour rendre hommage à qui que ce soit. On a à lui demander de surveiller ses ressources et de faire en sorte que le dirigeant qu'ils ont mis en place là travaille dans son intérêt exclusif. C'est ça que nous voulons envoyer comme message aux Ivoiriens. Il peut y avoir des contrôles étatiques de la gouvernance publique, mais le meilleur contrôle, c'est celui du peuple. Quand on vote un député, c'est pour défendre un peuple, c'est pour défendre ses intérêts, c'est pour porter sa voix. Si pendant 5 ans, ce député n'a pas joué ce rôle-là aux prochaines élections, vous ne le votez plus. Vous le sanctionnez, vous avez ce droit-là. Parce qu'il n'a pas fait sa mission. Il ne vous a pas rendu compte. À aucun moment, il n'a pris la parole pour vous. Vous devez le sanctionner. Quand vous votez un maire, c'est pour qu'il porte la commune et qu'il fasse en sorte que votre vie s'améliore. Que d'un point de vue social, il y ait des impacts sur votre vie. S'il ne fait pas ça, aux prochaines élections, vous le débarquez. Si vous votez un président dont les collaborateurs sont dans l'arrogance, sont dans la suffisance et sont dans l'insulte au quotidien des Ivoiriens, eh bien, une élection présidentielle arrive, que vous soyez de son bord ethnique ou régional, vous n'avez pas à regarder cela, vous avez à défendre l'intérêt des Ivoiriens. Je pense que c'est ce nouveau citoyen-là que nous devons former et qui doit porter son pays en main et ne pas dire c'est mon clan qui est au pouvoir, c'est mon ethnie qui est au pouvoir et donc toutes les injustices sont commises, je les soutiens. Parce qu'il n'y a rien de plus éphémère qu'un pouvoir. Le monde est jalonné d'histoires de pouvoirs citoyens puissants qui, un jour, se sont effondrés. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de construire une société de justice, de construire une société de valeurs, qui protège tout le monde, quel que soit le régime qui est en place. Parce qu'ils ont en face d'eux un peuple qui est cultivé, un peuple qui est instruit, qui connaît ses droits et qui demandera des comptes à tout moment. Voilà le message que je voulais envoyer aux Ivoiriens. Et donc, nous arrivons à cette dynamique-là pour construire ce nouveau type de citoyen qui va mettre l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de tous les autres intérêts et construire la nation ivoirienne réunie qui supprime les frontières entre les peuples, qui supprime les frontières entre les régions. Voilà mon message pour les Ivoiriens. Merci honorable, merci.